Merci de retour sur ce plateau. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Télé 50, un jour une idée, le développement de la République démocratique du Congo qui est réellement concerné. La question a été également posée à nos compatriotes congolais par la production. On les écoute dans ces propos recueillis par Charlie. Voilà, on suit. Congolais lui-même, il doit se sentir concerné pour le développement de son pays. Le développement ne peut être possible d'abord que par l'amour entre les Congolais eux-mêmes. Il faut aimer son pays et savoir de quoi on est capable pour son pays. Avant d'exiger quoi que ce soit pour son pays, il faut aimer son pays et faire rendre service à son pays. C'est ce qui peut, cette production-là qui peut faire avancer le pays, faire développer le pays. Je ne peux pas me décourager. Parce qu'après tout, l'expérience instruit, n'est-ce pas? Et par le canal des études, les enfants étudient, nous sommes en train de former l'intellectuel congolais et nous sommes dans la mondialisation. Il faut comprendre que la science évolue et que la mentalité aussi évolue, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus tellement rattachés au passé, mais nous nous servons quand même du passé et on essaie de faire mieux qu'hier, n'est-ce pas? Pour que le pays puisse changer. Il faut éduquer. Surtout instruire les jeunes gens et puis leur transmettre la connaissance, la sagesse, tout ce qu'il faut. Mais à la base de tout, c'est d'abord l'amour. Parce que quand on s'aime, on s'entracède les éléments nécessaires pouvant développer le pays. Et ensemble, on va vers le développement, mais pas seul. Seul, on ne peut rien, mais tous, on peut tout. Bon, le développement de notre pays, en tout cas, c'est tout le monde qui doit être impliqué. Parce que c'est toute la population à tous les niveaux. Tout le monde, personne ne peut être absent dans ce combat de développement. Pourquoi tout le monde doit s'impliquer? Parce qu'en fait, toute personne qui est congolaise si vous voulez, toute personne qui est congolaise, en tout cas, à chaque niveau où il est, il doit donner sa part de contribution pour le développement du pays. Que ce soit en fait l'enseignant, que ce soit en fait le cultivateur, je ne sais pas, tout le monde a une part de responsabilité dans le développement du pays. Pourquoi se décourager? Tout le monde a une responsabilité, quel que soit, je ne sais pas dans quel système il est, en fait, il doit se sentir responsable. Moi je pense qu'en fait le secteur, d'abord le secteur de production agricole, je crois qu'il faut s'attaquer dans ce secteur-là, c'est très important, le secteur agricole. Et ensuite, en fait, le transport, si vous voulez. Donc, en fait, l'évacuation des produits agricoles, c'est très important dans le système de développement. Moi, je pense, dans notre pays qui est encore, on continue à le considérer comme parmi les pays jeunes. Pour arriver d'abord au développement dans notre pays, c'est toujours continuer d'abord on commence les contrôles. Il faut qu'il y ait des contrôles efficaces dans notre pays. Il faut que les impunités laissent, on arrive à punir ce qui fait du mal. On va laisser tous les secteurs. On vient de nous donner des tracteurs et de tout ça pour développer, même aller aux agriculteurs. Ça n'a pas fait parce que les gestionnaires gèrent mal. D'abord, pour qu'il y ait développement, il faut que tout le monde soit associé. C'est-à-dire et la population et les gouvernants. Si tout le monde est associé, alors le développement est certain. Et puis il est évident, quand la population travaille, alors tout ce que le gouvernement voit, que ça va bien, il faut qu'il regarde aussi, qu'il jette son coup d'œil. Son coup d'œil fera à ce qu'il peut même subventionner, s'il arrive à subventionner ces gens-là. Parce que quelqu'un ne peut pas faire, par exemple, un champ. Quelqu'un ne peut pas défricher un champ d'un hectare ou 2 hectares. Physiquement, personnellement. Il faut qu'il y ait des personnes qui aient des moyens. Alors tout ça, ça va contribuer à ce qu'il développe. Mais s'il restait seul, je crois bien, il fera un sac, demain il fera 2 sacs, il se limitera à 3 ou 4. Ça fait belle lurette que nous sommes indépendants. Jusqu'à ce moment, il n'y a rien qui songe à la petite population. Comme la petite population, qui est l'élément monteur de développement, n'est pas associé dans tout ce qu'on peut faire pour développer ce pays, je crois bien c'est très difficile.
Merci à Hortense Demo, merci à Charlie Baïla et Kelly Mekingi qui ont fait les déplacements de cet alma mater. Il s'agit de l'IEC. Là, je crois que le milieu est bien choisi pour entendre comment les instruits réfléchissent. Vous avez une réaction? Oui, j'ai apprécié les remarques, ou du moins les commentaires faits par les personnes qui ont été interrogées. Je revenais, et ça rejoignait à peu près ce que je disais avant l'interruption, c'est que nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Mais quand on est tous concernés, le développement, on ne doit pas calquer des modes de développement comme on l'aurait fait pour les populations vietnamiennes ou du Congo, de tout autre pays, et amener ce modèle-là, le calquer et le faire au Congo. Non. Il faut que, comme l'a dit une des personnes à qui on a posé la question, que les populations, en tout cas elles, les premières concernées par ce processus de développement, se sentent concernées par rapport à ça. Et c'est le rôle de l'élite qui est de répondre aux aspirations et aller à la rencontre des attentes. Mais pour cela, il faut connaître, il faut étudier les besoins et comprendre. Pour associer la masse, l'élite a besoin d'appliquer une politique de proximité, aller vers la masse. Mais on reproche à notre élite d'être déconnectée de sa base, une élite égoïste, une élite déconnectée même des réalités de sa base. Est-ce que c'est votre constat? Oui, mais parce que pour beaucoup, au fait, aller étudier, et voilà, je reviens, je recherche forcément, soi-disant, un poste politique, c'était pour sortir de l'état de misère, sans regarder derrière. Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'alcool indigène en disant, voilà ce que doit faire l'élite. Vous avez une maman, vous avez un papa qui, quelque part au village, fabrique cet alcool indigène-là. Soit dit en passant, qu'on prenne cet alcool qu'on appelle l'otoko, l'ondocas, voilà, tout ça. Voilà, mais cet alcool-là, ou le chichampa ou comment, c'est la même méthode de fabrication que le whisky. D'accord? On distille des produits végétaux fermentés, on obtient un breuvage, et c'est ce breuvage qu'on appelle ici l'otoko. Mais pour le whisky, on obtient exactement le même breuvage, avec la même couleur, sauf qu'après, il y a une maturation qui est faite dans des fûts de chêne, qui donne par cet échange avec le bois, et c'est souvent des fûts où on avait stocké au préalable du vin, qui donnent après cette couleur qu'on voit au whisky, qu'on peut laisser vieillir 5 ans, 12 ans, et ainsi de suite, suivant la finesse qu'on veut obtenir. Mais nous avons des chimistes, des biologistes, des ingénieurs. Comment on est incapable, nous, élite congolaise, de se dire, bon, maintenant, maman, arrête, on va passer à une étape supérieure. On donne une valeur ajoutée. On va donner une valeur ajoutée à notre lotoko. Très prisé par les conducteurs ça ne sera plus ce produit qu'on considère comme étant sans valeur pour des indigènes, mais faire en sorte de créer une appellation d'origine contrôlée et un produit qui soit consommable, n'est-ce pas, partout dans le monde. Parce que exactement, le whisky avait suivi le même processus. On va vendre par mesurette. Voilà, il avait suivi le même processus. C'est un produit qui avait été fabriqué de la même façon. C'est ça le problème du développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que cette maman ou que cette personne se dise « plus jamais ma mère va fabriquer dans ces conditions, j'ai réussi, abandonne ta production ». Non, je dois, moi, en tant qu'élite, une fois formé, aller, revenir, aider les miens à améliorer, à créer une industrie. Je vais donner cet exemple-là. C'est à ce niveau-là que le professeur Mutombo Mukana, un africaniste, dit que les intellectuels sont ceux qui apportent des solutions aux problèmes de leur société, mais ils ne sont pas forcément des personnes instruites, formées à l'université. Je suis totalement d'accord pour ça. Il y a beaucoup de gens formés à l'université, mais bon, rien ne change. Voilà, c'est exactement pareil pour cette maman qui va au champ, n'est-ce pas, avec Saou, qui durant des années va se courber et ainsi de suite. Mais pourtant, on a des ingénieurs, ou même des mécaniciens, ingénieurs mécaniciens. Ces chimistes-là laissent nos mamans continuer à fabriquer le lotoko, les londocas, jusqu'au moment où on va les enterrer, la même brasserie traditionnelle. Et on n'aura pas, à part quelques tentatives, et là, à l'époque, il y avait des personnes comme Kabasele avec le pouce café, mais bon, tentative. Kabasele qu'on n'a pas aidé. Qu'on n'a pas aidé. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'aide ne vienne pas forcément de l'État, mais il faut qu'il y a quand même des Congolais qui sont riches, qui ont des moyens, au lieu de chaque fois concurrencer les autres, et je vois des flats fleurir partout, comme si c'était le seul investissement
à faire au Congo. Voilà des exemples. Il n'y a pas d'industriel congolais, c'est ça le problème. Qui n'ont pas assez de clientèle. Voilà, il n'y a pas... Dont les chambres moisissent. Voilà, il n'y a pas c'est ça le problème. Il faut qu'il y ait des industries congolaises, des industriels congolais et des capitaux risques congolais pour, se dire, nous voulons maintenant investir dans ce domaine. J'ai parlé de Solotoko et soit dit en passant, j'ai découvert quand j'étais au Kasaï, durant ma campagne, qu'il y avait des litres et des litres de cet alcool qui partaient vers d'autres cieux et nous revenaient sous de noms de whisky qu'on est en train de voir fleurir dans la capitale. Mais nous-mêmes, en tant que Congolais, on considère, parce qu'on veut singer, n'est-ce pas, l'Occident, singer le blanc, ça ferait classe qu'on me voit avec une bouteille de whisky de grande marque que de me voir avec cette... Au lieu de faire en sorte que ce fameux Lotoko devienne aussi un produit de qualité. On laisse Kabasele et Abarumbu en train de prendre de l'âge, donc, et Pousse Café disparaît, alors que c'était quand même une marque congolaise qui a fait parler d'elle dans cette Afrique et même dans le monde. C'est réellement un problème au Congo, où on voit, avec un fleuve tel que nous l'avons, où les poissons vont mourir de vieillesse, n'est-ce pas, où il n'y a aucune industrie de pêche, et pourtant ce fleuve pourrait nourrir Kinshasa, si pas tout le Congo, mais qu'est-ce qu'on fait? Une solution de facilité, on importe du poisson, du surgelé. Et pourtant on a un problème d'électricité au Congo, je dirais l'État subventionne carrément, parce que ces importations, il faut nourrir la population à un prix qui est, je dirais, relativement bas. On va subventionner ce type d'importation et ne pas favoriser l'exploitation de nos richesses halieutiques. Je parle de la pêche sur le fleuve. Il n'y a même pas un bateau de pêche digne de ce nom. Il y a un problème de société. Mais vous êtes parti il y a des années, mais vous ne faites que pleurer. Mais quel est votre apport? Je suis parti, je reviens, et voilà vous que revenez juste pour briguer un mandat. C'est pas pour briguer, parce que ça fait 5 ans revenant pratiquement 2-3 fois par an, avec des propositions concrètes dans ce pays. Dans un domaine qui est le mien, moi-même étant informaticien, donc technicien, nous voulons apporter une expertise, que ce soit dans le domaine de la business intelligence ou tout ce qui est reporting décisionnel. Pourquoi? Pour amener à ce que les décideurs puissent avoir les informations nécessaires pour la bonne gouvernance. Mais le problème, on vous regarde de haut, où on se dit, mais celui-là, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, parce que dès l'instant qu'on veut mettre en place des outils de bonne gestion pour contrôler l'effectivité des recettes de l'État et les maximiser, certains qui peuvent profiter de telle ou telle situation bloqueront, freineront. Le développement du Congo passe par aussi le côté scientifique. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les facultés polytechniques de Kinshasa, dans quel état elles se trouvent? Sans professeur. Et pourtant, moteur du développement, parce qu'un pays a besoin de techniciens. Ceux qui sont là servent pour qu'il n'y ait pas de successeurs. Un pays a besoin de techniciens. Alors on parle de mondialisation, n'est-ce pas? On veut d'un Congo moderne. Qu'est-ce qu'on fait? On va importer des techniciens d'ailleurs pour venir réparer les ascenseurs à Kinshasa? Parce qu'on est incapable, nous, de produire des électrotechniciens capables de faire face à ça. On est incapable aujourd'hui d'avoir des chaudronniers ou des gens qui travaillent sur des micro-pièces, des micro-soudures, parce qu'on n'a pas formé suffisamment et à temps. Et ce qui est malheureux, on ne favorise même pas, et ça j'attaque le gouvernement et l'État. Ce qui me désole, c'est quand... C'est votre rôle. Oui, mais attendez, c'est assez terrible, parce que ce n'est pas une question d'être opposant, c'est de vouloir le bien du peuple, parce que moi, je ne suis pas opposant pour l'être. Moi, opposant, ce n'est pas un titre. Le problème, c'est que je veux le bien du Congo. Voilà que je vais dans un ministère, qu'est-ce qu'on va trouver? De meubles importés d'Europe. Et pourtant, nous avons des menuisiers qui font des beaux meubles. Voilà une décision à prendre, je leur propose, s'il le faut, d'obliger que l'ensemble des ministères commandent des meubles auprès de tous les artisans congolais. Il y aura une chose, au moins il y aura de l'emploi. Bientôt la TVA, la taxe, donc ça va remplir les caisses de l'État. On va en parler. Justement, c'est quand même une bonne nouvelle, bien que le début, l'application pose des problèmes à ses débuts. Ça va changer, je crois. Mais vous parlez de l'université, au moment où à la Polytechnique, les professeurs se raréfient, mais dans d'autres facultés,
il y a des syllabus qui datent de plus de 20 ans. Nous, on aurait vu, déconnecté des réalités actuelles, le monde devient un village planétaire. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On ne parvient même pas à refondre l'enseignement. Finalement, on a des gens, ils terminent, licenciés à Longinaye, quand ils vous ouvrent la bouche, quelle insécurité linguistique. Quand il est dans les milieux de travail, franchement, on ne sent même pas qu'il a étudié. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous savez, cela me rappelle le discours d'investiture du Premier ministre Gizenga au Parlement, le même discours dont les pans avaient été repris par Mouzito. C'est qu'il y avait un constat fait, et le constat était issu du document DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qu'il y a un problème de l'éducation au Congo, c'est-à-dire l'échec du programme éducatif. Il faut revoir l'éducation nationale au Congo. Parce qu'il faut se poser la question de savoir quel est le problème. Quand je dis quel est le problème, pour faire avancer le Congo. Le constat est fait aujourd'hui, on ne va pas refaire le constat, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des documents parfaits qui parlent de l'état, de la situation de déliquescence du Congo. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, quoi faire et avec qui? Qui dit avec qui? Donc, il faut se doter des personnes qu'on mettra là où il faut pour amener ce pays à se développer. D'où le problème de l'enseignement et de l'éducation nationale. Alors, qui on va former? On n'a pas forcément besoin d'avoir 10 000 juristes, philosophes, quoi qu'on en a besoin, les philosophes. On aime bien être juriste. Mais le problème qui est là, de se dire, tiens, il y a un problème, il faut nourrir cette population, parce que jusque-là, l'agriculture, c'est le nerf de la guerre. Un pays qui dépend, en tout cas pour sa nourriture de l'extérieur, un pays qui est voué à la mort. Parce que non seulement on dépend de l'extérieur, et en plus, les devises qui devraient servir à autre chose servent d'abord à nourrir le pays. Là, il y a un problème. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'agronomes? Est-ce qu'il y a suffisamment de techniciens agricoles? N'allons pas loin même jusqu'au niveau d'agronomes, je parle de techniciens agricoles. N'est-ce pas? Il y a des joyaux qui nous avaient été légués par la colonisation, même si on peut décrier des fois la colonisation. Je parle de l'INERA qui est devenu un outil qui travaillait sur l'amélioration des semences et pour éviter l'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Est-ce qu'on a une vision pour un Congo de demain en laissant mourir cet outil de travail? Est-ce qu'il est financé? Bon, on retrouve quelques partenariats par-ci, à gauche, à droite, et il y a quelques personnes à l'INERA qui, je dirais, bon gré, mal gré, essayent de travailler pour ça. Mais ça doit être une priorité. Est-ce qu'on a suffisamment de techniciens agricoles formés? Est-ce qu'on a suffisamment de maçons correctement formés? On n'a pas besoin qu'un maçon apprenne Rimbaud ou je ne sais pas quel poème pour utiliser la truelle. Mais on a besoin des gens qui soient suffisamment des bons maçons. Parce que quand je vois des édifices, certains édifices ou hôtels flat érigés ici, les défauts de finition et des fois de conception, je me demande mais où sont les maçons qui avaient été formés, qui étaient dans le temps, qui étaient au Congo. Donc, même les maçons, il faut qu'il y ait une formation professionnelle digne de ce nom pour créer l'émergence de ce qu'on peut appeler réellement, je dirais, une classe moyenne au Congo. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des semi-lettrés dans ce pays, malgré... Mais les semi-lettrés, on dit qu'ils sont plus dangereux même que les ignorants. Oui, parce qu'on pense... Le problème, c'est pas... je l'ai souvent remarqué, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui parlent le français, mais qui le comprennent. Et il y a un problème dans l'enseignement. Et sur les 37%, comme le disait dans ce discours de M. Gizenga à l'Assemblée nationale à l'époque, il y a un problème de 37% de Congolais. La Chine est en train de monter, M. Kalota, qui accède est incontournable, deuxième puissance économique mondiale. Elle est venue détrôner le Japon. Est-ce que notre enseignement doit tenir compte de toutes ces réalités aujourd'hui? Nous, parfois, est-ce qu'on peut intégrer dans les programmes des langues, enseignement des langues, d'autres langues, à part l'anglais, aussi la langue chinoise? Qu'est-ce qu'on doit faire ici par rapport à ce qui se fait ailleurs? Vous savez, ce qui se passe ailleurs, en Chine et consorts, doit nous inspirer. Mais en même temps, nous inspirer, mais on doit aussi tenir compte de nos besoins et de nos réalités. Et réfléchir sur ce que réellement, de ces apports ou expériences extérieures qu'on peut voir,
peut réellement servir le Congo et non pas faire du copier-coller, parce que c'est une question de culture, de mentalité, de formation. Parce que le développement, ce n'est pas une perfusion, une piqûre qu'on vient piquer et la personne accepte, amène, ça y est, je suis développé. C'est une mentalité. Le refus de la médiocrité, le refus d'accepter le tout et n'importe quoi. Il y a un peu au Congo cet esprit des Kakanango. Voilà, donc on accepte tout et n'importe quoi, on dit les Kakanango, en refusant la médiocrité. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Ah tiens, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on doit apprendre le chinois? Bon, ils sont des milliards, ils vont dominer, mais les Chinois parlent anglais. Ah, d'accord. Toutes les documentations techniques sont en anglais. Ah, d'accord, mais ils ne sont pas en chinois. Mais même en parlant anglais, je vais parler avec le chinois. Mais écoute, développons l'anglais. D'accord, on n'est pas forcément obligé de parler le chinois, tous. Même si on aura besoin aussi de parler du chinois. Que ceux qui peuvent, ok, par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec la Chine, parler chinois, qu'il y ait des formations, ok. Mais on n'est pas obligé d'imposer le chinois. Certes, qu'il y ait des cours de chinois comme troisième langue intégrée dans nos écoles, pourquoi pas? Mais le véritable problème, ce n'est pas de parler le chinois, mais de s'inspirer du modèle chinois, comment ils sont arrivés là, et l'adapter à ce que nous sommes, à nos réalités, pour faire en sorte que nous suivions le même chemin. Alors, en vous entendant parler, eh bien, votre discours me fait penser à ce que j'ai lu il y a des années dans les ouvrages de Ngal Bouilapang et même ceux de Moudimbe, entre l'errance, Guillaume-Baptiste Avico ou le discours africain, mais on sent que l'élite congolaise est en procès contre elle-même. Est-ce que c'est votre avis? Oui, mais en même temps, il ne faut pas hésiter de se... Je m'inclus. L'éclaireur, c'est lui qui montre le chemin, l'élite. Dans la critique, je ne suis pas un donneur de leçons en disant l'élite, mais quand je le dis, je m'inclus, parce que nous devons nous regarder dans un miroir et nous poser réellement la question de savoir qu'avons-nous fait. Nous avons été formés, mais le Congo attendait beaucoup de nous. C'est à nous, par rapport à nos cultures, par rapport à ce que nous sommes, de se dire, voilà ce que j'ai appris ailleurs, comment faire pour que cela soit applicable chez moi, pour que je sorte de ce marasme, de cette situation. Et nous, en tant qu'intellectuels, bon, je ne suis pas intellectuel, mais élite... Ah, vous n'êtes pas intellectuel. Bah oui, parce que je ne suis pas là, parce que vous n'avez je pas ne suis pas professeur d'université, c'est plus dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est forcément intellectuel. Un intellectuel fait des théories, il écrit, il fait des choses, il réfléchit. Je réfléchis sur ma société, je me considère en tant qu'élite instruit, réfléchissant sur les problèmes, et je suis technicien parce que au fait et concrètement dans les choses. Je laisse aux intellectuels, c'est-à-dire qui écrivent, qui vont essayer de nous donner des théories, et nous les mettons en pratique. Vous alliez poser des questions, malheureusement, ce n'est pas possible, le CESAC n'a pas encore levé la mesure pour une vraie interaction dans ce magazine. Si l'impulsion, M. Kalota, vient de l'élite, eh bien, quel sera évidemment le rôle de la masse qui est apparemment suiveuse ou suiveur? Attention, il y a une chose, c'est que dire que la masse suit, oui, la masse, on a besoin de modèles, il y a besoin d'un leadership. Et au niveau de la masse, il y a des leaderships naturels qui apparaissent. Il y a des gens qui, dans la masse, vont suivre tel ou tel, parce que, bon, ils se reconnaissent au travers de cette personne. Mais le problème, quand on parle de masse qui suit comme des moutons, j'y crois pas trop. Parce que je crois que notre population... Je voulais illustrer ma question. Oui. Nous prenons le cas du Brésil. Oui. Aujourd'hui, une autre puissance qui est en train de devenir. Est-ce que l'élite a joué un rôle dans ce pays? Est-ce que la masse aussi a joué un rôle? L'élite a joué un rôle, elle a éclairé la masse. La masse s'est reconnue dans cette vision du développement du Brésil. Nous en connaissons les résultats. Aujourd'hui, les Occidentaux émigrent au Brésil parce que c'est un pays en pleine expansion et nous voudrons que le Congo devienne aussi comme ça. Mais pour cela, il faut un leadership. Le problème, c'est qu'il faut montrer le chemin. La population que vous appelez la masse, elle n'est pas aussi folle ou bête que ça. Elle observe, elle regarde. Elle saura se reconnaître. C'est pourquoi elle vous reproche d'avoir pris en otage depuis les indépendances nominales jusqu'à ce jour. Tout à fait. L'élite congolaise doit faire mea culpa et dire, bon voilà, nous avons été une élite de jouissance, tout simplement parce qu'on avait cru remplacer le blanc.
n'est-ce pas? Et le moyen de sortir, on n'a pas cherché à voir à la base d'où nous venions pour relever notre société. Guidons, faisons. Et la masse, maintenant, la masse sanctionne, parce qu'elle a quelque chose d'important aujourd'hui. Ce sont des électeurs. Sanctionne par des bulletins de vote. Mais après avoir sanctionné, qu'est-ce qui reste? Il y aura des comptes à rendre par la suite. C'est pourquoi nous devons et nous voulons l'émergence d'un État fort. Quand on parle d'un État fort où l'administration fonctionne correctement sur l'ensemble du territoire congolais pour faire le travail pour lequel elle est appelée, de façon à être le relais de l'État, je parle de l'autorité qui gouverne, pour le bien-être des Congolais. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas le cas. En Chine, Mao Tse-tung a inspiré, c'était un visionnaire, et ce qu'il a fait a produit des effets jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons, quel modèle nous pouvons copier de cette Chine sur le plan de la vision par rapport à la révolution de la modernité? Vous savez, Mao était un visionnaire, même s'il a été décrié, traité de tous les noms, de dictateur et consorts. J'ai dans l'esprit une des décisions de l'époque de Mao qui était de limiter les naissances à un seul enfant. Et à l'époque, critiqué de partout, aujourd'hui je me dis, mais il était visionnaire, parce que s'il l'avait fait, il y aurait eu combien de Chinois? Aujourd'hui, ils sont plus d'1,5 milliard. Mais qu'il avait aidé, est-ce l'élite ou la masse? Mais il y a eu des gens qui ont cru en sa vision. Cette élite-là a formé la masse. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les comités de partis et tout cela. La masse a été embrigadée. Bon, on ne veut pas forcément avoir ce modèle-là, qui certes date d'une autre époque, et, bon, qu'on peut considérer aujourd'hui comme rétrograde. Mais bref, elle a produit ce qu'elle a produit, mais ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que c'est à l'élite, si elle a une vision d'un Congo fort, de se donner un cahier de charge. Mais il y a une vision, nous voulons arriver, de la modernité pour le Congo. Qu'est-ce que l'élite doit faire? Il y a une vision, faire du Congo un pays émergent, et une épine dorsale de l'économie africaine, un vivier économique, comme donc je me répète, également un pays qui doit nourrir son peuple, et également l'Afrique et pourquoi pas le monde. Pourquoi pas le monde? Mais souvent, il ne faut pas qu'on commette l'erreur de penser que quand on parle de l'élite, que l'élite est une masse, ou du moins un ensemble compact ayant les mêmes idées et avançant de la même façon. Non. En elle-même, cette élite dont on parle, elle est aussi disparate, que ce soit dans sa formation ou dans sa vision du monde. D'où il y a une question de leadership. Et lequel leadership qui émergera et qui émerge donnera des idées, une orientation, certains s'y reconnaîtront, et cette agglomération de bonne volonté fera en sorte que, tout en corrigeant ce qui ne va pas, nous pourrons avancer vers cette vision d'un Congo nouveau. Alors, concrètement, on a 5 ans, M. Kabila a 5 ans pour encore diriger ce pays. Et il a la révolution de la modernité qui vient, donc qui est une sorte de prolongement de 5 chantiers. Donc, pour parfaire ce qu'il a commencé. Alors, doit-il avoir besoin de l'élite ou de la masse qui est aujourd'hui obligée, en achetant, de payer la TVA? Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, l'avenir du Congo ne doit pas être hypothéqué. C'est que nous voulons tous un Congo fort, un Congo nouveau, un Congo moderne et émergent. Pour cela, je dirais, au milieu du gué, je dois regarder ce qui a été fait derrière. On parle de 5 chantiers, mais bon, c'est un concept, d'accord, qui ne se limite pas seulement aux chantiers, mais je crois que, j'imagine, j'espère, qu'il y a aussi autre chose dedans. Mais se dire, bon voilà, au milieu du gué, ce qui a été fait, c'est ça, voici ce qui a manqué, voici ce qu'on a loupé, voici ce qu'on a raté, ou voici dans le casting qui avait été fait, parce qu'il faut parler de casting, donc d'hommes, un tel, bon, il a réussi, ou du moins, il n'a pas été à la place qu'il faut, je change parce qu'il serait mieux à tel endroit. Il faut aujourd'hui repenser tout cela, tout en continuant, il faut avancer.
Parce que je ne suis pas de ceux qui vont s'opposer pour le plaisir de s'opposer. Mais parce qu'il y a un véritable problème, c'est que les Congolais ont faim. Il y a un véritable problème, c'est que le Congolais a besoin d'avoir des écoles dignes de ce nom. Il y a un véritable problème, c'est que le Congolais a besoin des soins de santé. Donc il y a un problème de social. On a un pays qui regorge des ressources. OK, qu'est-ce que nous faisons? Signons des partenariats avec des partenaires dans lesquels on peut avoir, je dirais, des relations gagnant-gagnant pour faire en sorte que ce pays avance. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons faim, l'élite, OK, mais cette élite-là, laquelle? Choisir, faire un casting. Mais moi, je crois que le problème de route, que ce soit les hôpitaux ou quoi, quand on va se faire soigner, on ne va pas choisir est-ce que vous êtes de l'opposition ou de la majorité. Nous voulons un Congo qui avance. Alors, comment vous regardez cette vision, la révolution de la modernité à l'opposition? Est-ce que c'est une vision qui tient la route ou c'est comme un slogan, comme certains le considèrent? Je ne parle pas en tant que porte-parole, je ne suis pas porte-parole de l'opposition, oui, même si je le suis. Même si je suis de l'opposition, on réfléchit. Et j'espère que ce ne sera pas un slogan vide. Et j'espère, parce qu'on ne voit le maçon qu'au pied du mur, n'est-ce pas? Et je dis, OK, la modernité, nous la voulons. Et nous voulons qu'on avance. On veut juger sur pièce et voir ce qu'il y a à faire. Ben, pour cela, c'est une affaire de tous. Et je ne pense pas que la modernité du Congo ou le monopole de l'avenir du Congo appartienne seul à la majorité présidentielle. Pas du tout. Elle appartient à tous les Congolais. Et personnellement, dès l'instant qu'il y a des hommes de bonne volonté qui veulent d'un Congo nouveau, d'un changement, et que ce pays sorte un peu des bas-fonds, des classements économiques. Parce que comment voulez-vous que ce pays se relève économiquement s'il n'y a pas de mesures prises pour attirer les investisseurs? Moi, je vois d'autres pays qui sont tout autour de nous, qui, dans les classements Doing Business, par exemple, en 2-3 ans, ils gravent de 50, de 10 places, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que les investisseurs qui viennent au Congo, beaucoup fuient parce qu'il n'y a pas un cadre sécurisant. Mais il a promis l'amélioration du climat des affaires. C'est un des engagements qu'il a pris le 20 janvier dernier. Oui, le 20 janvier de l'année dernière. Est-ce que le gouvernement en place a mis cela en œuvre? Ah oui, c'était le 20 décembre, justement. Ah, d'accord. C'était le 20 décembre 2011. Oui, mais l'amélioration du climat des affaires... Un des engagements qu'il a pris. On en parle, ça fait un moment qu'on en parle, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a 2 ans, il y a 1 an, le Premier ministre avait parlé, se référant au classement de Doing Business, que l'un des objectifs était de voir le Congo avancer, et le Congo n'a pas avancé. Tout simplement parce que quand on parle de l'amélioration du climat des affaires, c'est que ça doit être sur le plan juridique, ça doit être sur le plan même de la sécurité, des personnes qui viennent investir. Vous avez déjà vu l'image quand vous débarquez à l'aéroport international de Njili, de l'accueil qu'il peut y avoir? Moi, en tant que Congolais, quand je rentre, j'ai peur, des fois. Vous vous sentez agressé, parce que dans le hall, c'est déjà un problème. Les mesures ont été assouplies un peu, les services... oui, il y a amélioration, mais il y a amélioration. Vous savez, quand on descend de l'aéroport comme ça doit être une vitrine pour un pays. Mais alors, quand vous descendiez à Njili, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était pire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des avancées notables? Je suis en train de dire, je ne suis pas là pour dire qu'il y a avancé, parce que le rôle du gouvernement, ce n'est pas de regarder les bonnes nouvelles, mais ce sont les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Regarder ce qui ne marche pas et traiter ce qui ne marche pas. Sinon, on n'aura pas de médecin. Le médecin est là pour traiter les malades et non les personnes en bonne santé. Donc, le gouvernement doit traiter. Il n'est pas là pour entendre des bonnes nouvelles. Les personnes en bonne santé peuvent être également des malades potentiels parce qu'il faut un checking. Pardon? Les personnes en bonne santé peuvent être des malades ou même des malades graves. Il faut les checker. Oui, mais le checking, là, c'est dans le cadre, je dirais, de la santé publique. On doit faire des contrôles. Oui. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Mais, et c'est là où réellement doit y avoir le problème, se poser la question, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui n'a pas marché, et puis qui peut constituer des pesanteurs pour la révolution de modernité. Alors qu'est-ce qu'on doit faire en Njili concrètement pendant ces 5 ans? Vous savez, quand vous descendez de l'aéroport, enlevez tous les services inutiles. Pour un vol, je dirais, national, on n'a pas besoin de trouver des responsables des services de migration de ceci ou de cela. Je voyage au Congo, je quitte Kananga, je viens à Kinshasa. Je dois passer, quoi. Tout simple.
Je viens de l'extérieur du pays. Des minéraux, monsieur. Oh, si cela est le cas, le contrôle doit être fait dès le départ. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des minerais. S'il y a l'exploitation artisanale des minerais, c'est parce que concrètement, il n'y a pas d'industrie correcte dans notre pays. Et en quelque part, c'est aussi du chômage déguisé pour certains qui exploitent ces minerais. C'est un faux problème de dire que c'est à cause de ça. Laissons les Congolais circuler librement dans le Congo. Un exemple. En venant de l'extérieur, il faut voir la bagarre qu'il y a pour prendre ces bagages. Qu'on nous mette dans les bonnes conditions, tout simplement. Que ce soit au niveau du Tchèque. Et je reconnais que la Direction générale des migrations a fait un effort. Mais je dirais, peut mieux faire. Vous êtes quand même un homme honnête. Peut mieux faire. Donc on n'est pas là pour donner je ne suis pas là pour donner des points, mais je dis que ne nous contentons pas de ce qu'il y a. Le Congo, les Congolais ont besoin de mieux que ça. Nous avons faim, nous avons un problème de santé, nous avons un problème de distribution d'eau, ce qui est incroyable et regrettable, n'est-ce pas? On parle des investisseurs qui viendraient dans un pays, qui entraient dans un hôtel où il y a un problème d'eau et on est obligé de lui amener un seau pour se laver. Ou il serait dans un hôtel en train de travailler sur son ordinateur et le courant va partir. C'est à se demander, mais finalement, c'est dans quel pays je suis venu pour investir. Ceux qui restent réellement, je dirais, ils sont quasi-aventuriers. Pas dans le mauvais sens du terme, mais ils prennent réellement des risques. Mais c'est à nous, Congolais, de donner envie aux étrangers de venir, mais en toute sécurité, et aussi pour créer des emplois au Congo, de leur donner un cadre protecteur. Vous savez, dans le pays voisin juste à côté, au Congo-Brazzaville, il me suffit de 48 heures pour créer une entreprise. En passant par un guichet unique. Nous tendons à ça. En passant, mais oui, mais vous savez, nous l'attendons, ce discours-là. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Comme avant. Ça fait 3 ans qu'on attend cela. Si je prends quelques déclarations passées. Le problème, c'est que je me demande s'il faut des décennies pour y arriver. Mais c'est une question de volonté et de décision, et c'est question de l'avenir du Congo qui n'est pas à hypothéquer. Est-ce que vous avez fait des propositions quand même concrètes dans ce secteur-là que vous avez faites au pouvoir? On l'avait fait, vous savez, dans le cadre du Forum des Congolais de l'étranger en 2009. J'y avais participé. C'était un apport des Congolais de l'étranger à cette époque-là pour ça. Le ministère des Congolais de l'étranger, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est un vice-ministère. Et vous, depuis que vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez ramené au pays? Et moi, je vous dis une chose. En termes de projets, en termes d'investissement, on y va point par point. Ce forum-là n'a rien. Les Congolais de l'étranger contribuent à 2,7 milliards par an dans ce pays. 2 milliards, s'il vous plaît, ce sont des données vérifiables. Quelles sont vos sources? Il y a l'ensemble des régies financières, ce sont des chiffres qui avaient été donnés dans le cadre de ce forum, vérifiables. Nous avons enrichi des sociétés financières comme Western Union. D'accord? 2,7 milliards par an pour l'année 2008. 2009, 2010, je n'ai pas les chiffres. Et Dieu sait, sans l'apport de ces Congolais étrangers, tout pays confondu, il y aurait réellement un problème social dans ce pays. Parce que nous avons intervenu pour enterrer nos frères, pour soigner nos frères, les nourrir, soutenir les écoles. Rôle qui montrait la défaillance de l'État sur un point. Ce n'est pas aux Congolais de l'étranger de subvenir aux carences de l'État sur certains domaines. Alors nous avons notre place en tant que Congolais de l'étranger. Ce n'est pas parce qu'on a été à l'étranger qu'on est moins Congolais que les autres. Mais par la suite. Mais ce que vous faites maintenant. J'avance. Ce que vous faites maintenant. J'avance. Pendant cette période, est-ce que vous donnez une belle image? Est-ce que vous vendez bien l'image du Congo? Congo? Quand vous dites ce que vous faites. Vous vendez bien l'image du Congo? De qui vous parlez? C'est que nos compatriotes font à l'extérieur. Les compatriotes congolais qui agissent de la sorte, vous ne voulez pas citer les noms des combattants, je crois que c'est celui-là. Personnellement, si vous faites allusion, par exemple, à ce qui est arrivé au président du Sénat, M. Kengo Adondo, je réprouve de telles actions. Je dis,
il est inadmissible